Bienvenue sur la télévision togolaise pour le journal du soir. Tout de suite le sommaire. L'élection du bureau de l'Assemblée nationale pour 5 ans, c'était cet après-midi à l'hémicycle, à l'unanimité des députés présents à la séance plénière de la session de plein droit. Session présidée par le doyen d'âge, le député André Johnson. Les précisions à suivre dans un instant. La couverture santé universelle pour tous, le sujet réuni depuis ce matin à Lomé, représentants du gouvernement, organisations de la société civile et mutualistes, une conférence pour dévoiler les stratégies à mettre en œuvre pour relever les défis des soins de santé de qualité au profit des populations. Et puis la rétrospective 2018, ce soir, retour sur les fondamentaux de la diplomatie togolaise, l'économie avec les réformes et avancées enregistrées en 2018. Nous parlerons également de l'agriculture avec le MIFA et le développement des agropoles pour booster le secteur. Voilà pour les principaux titres. Bonsoir et bienvenue pour le 20h. C'est un bureau élu pour 5 ans selon le règlement intérieur de l'Assemblée nationale et conformément à la Constitution togolaise. C'est la nouvelle monture de résolution qui a été adoptée à l'unanimité des députés présents à la séance plénière de la session de plein droit cet après-midi. Le retour des élus de la 6e législature à l'hémicycle ce mardi fait suite aux modifications antérieures et qui ont été jugées non conformes aux textes en vigueur par la Cour constitutionnelle. Augustin Kossi. Les députés de la 6e législature de retour à l'hémicycle pour la poursuite de la session de plein droit. La séance a été essentiellement consacrée au rétablissement des modifications apportées à certaines dispositions du règlement intérieur de l'Assemblée nationale. Il s'agit notamment de son article 9 en lien avec le mandat du bureau du Parlement. Selon le texte, le bureau, y compris le président, est élu pour une législature de 5 ans, contrairement à l'amendement qui a été fait et qui est jugé non conforme à la Constitution togolaise. À l'unanimité des députés présents à cette séance, la nouvelle mouture du règlement intérieur a été adoptée et va être de nouveau soumise à la Cour constitutionnelle. L'article 9 dit que le président, enfin le bureau de l'Assemblée nationale est élu pour la législature, donc pour 5 ans. Initialement, la modification qui est intervenue, c'est que il avait été proposé que le président fasse 1 an. Après 1 an, on l'évalue pour voir si il peut continuer ou pas. Donc la Cour constitutionnelle a estimé que ce n'est pas conforme aux dispositions de la Constitution. La séance de cet après-midi a essentiellement consisté à informer la plénière de la décision qui a découlé de l'examen de la résolution que nous avons introduite auprès de la Cour constitutionnelle pour qu'elle s'assure de la conformité des modifications par rapport à la Constitution. Il se trouve qu'au niveau des articles que nous avons modifiés, il se trouve que l'article 9 modifié violerait la Constitution, enfin n'est pas conforme à la Constitution. Donc la Cour constitutionnelle a attiré notre attention là-dessus et on s'était retrouvé aujourd'hui pour en informer officiellement la plénière. D'une part, dès que nous avons connu les résultats de l'examen des articles modifiés que la Cour constitutionnelle nous a fait parvenir, nous avons convoqué la commission spéciale qui était chargée d'examiner ou bien de revisiter le règlement intérieur en le priant instamment de tenir compte de la décision de la Cour constitutionnelle. Et c'est ce que nous avons fait cet après-midi et on l'a adopté, la nouvelle mouture où l'article 9 ne fait plus partie des articles modifiés. Autrement dit, l'article 9 originel a été intégralement remis à sa place. Maintenant, donc, ça veut dire que nous attendons que la Cour constitutionnelle en prenne acte et ensuite, ça va ouvrir, ma foi, l'élection du président et du bureau de l'Assemblée nationale. Et c'est à l'issue de l'adoption des amendements par la Cour constitutionnelle que les élus de la 6e législature vont mettre en place le bureau de l'Assemblée nationale. Déjà, selon le doyen d'âge, André Johnson, les inscriptions pour les différents postes se poursuivent. La couverture sanitaire pour tous, quelle approche définir pour relever ce défi? La question est au centre d'une conférence internationale ouverte ce mardi à Lomé. Représentants du gouvernement, organisations de la société civile et mutualistes prennent part à ces assises. Cette conférence internationale s'inscrit dans la poursuite de l'engagement politique en faveur du développement du mouvement mutualiste. Les précisions de Elia Gbanyandao et Luc Assi. La couverture sanitaire universelle pour tous, un des défis majeurs du XXIe siècle auquel fait face les pays africains.
afin de garantir un accès à des soins de santé de qualité aux populations qui évoluent dans le secteur informel ou non. Des mutuelles de santé ont vu le jour. Malgré la noble mission qu'elles portent, ces mutuelles sont méconnues. En plus de cela, elles sont confrontées à des difficultés relatives aux faibles offres de soins de santé et la faible adhésion des populations. À cette conférence internationale de Lomé sur le pari de la mutualité pour le 21e siècle, représentants de gouvernements et d'organisations internationales, des mutualistes et les organisations de la société civile vont partager leurs expériences et définir de nouvelles stratégies pour se mettre à la hauteur de leurs tâches. Nous souhaitons que ce monde politique prenne conscience que les liens de solidarité apportés par le monde mutualiste constituent une véritable société juste. Nous souhaitons également que le monde politique prenne conscience qu'il est possible d'étendre la couverture de santé universelle et que les mutuelles sont une option les plus intéressantes pour y arriver. Notre conférence, pour nous, est un moment phare pour renouveler les stratégies d'appui aux mutuelles de santé en Afrique de l'Ouest et du Centre. Et à cet effet, nous allons présenter le résultat d'un processus de consultation conduit depuis plusieurs mois avec les plateformes mutualistes nationales et les partenaires mutualistes africains. Ce processus nous a permis d'élaborer un cahier de revendications politiques qui servira de feuille de route à destination des mutualistes ainsi que des gouvernements afin de réussir l'ancrage des mutuelles de santé aux efforts d'extension de couverture de santé universelle. L'enjeu étant d'assurer une meilleure protection sanitaire aux populations afin de répondre aux multiples demandes sociales, le Togo entend tirer meilleur profit de cette rencontre de haut niveau pour renforcer davantage son système de protection sanitaire. Le Togo, dans le cadre de la conduite des actions multiformes en matière de protection sociale en faveur de l'ensemble de la population, s'est résolument engagé à mettre en place au cours des mois à venir et de manière progressive une couverture maladie universelle en faveur de toutes les couches de la population togolaise. Cette problématique a figuré parmi les priorités dans le cadre des discussions que le gouvernement a engagées avec les acteurs du secteur de la santé. Dans les semaines et les mois à venir, deux importantes initiatives seront concrétisées. La première va porter sur l'extension et le renforcement de l'assurance maladie, à la fois dans le sens de l'élargissement des personnes couvertes par l'INAM, l'Institut national d'assurance maladie, et dans le sens du développement des mutuelles de santé. La deuxième initiative importante qui surviendra concernant la révision du Code du travail et dans ce cadre, les préoccupations des travailleurs en matière de renforcement de la protection sociale seront également remplies à travers des actions concrètes. Je peux donc vous affirmer que le Togo mettra tout en œuvre pour opérer des choix judicieux devant permettre aux populations d'être des acteurs clés dans la chaîne de gestion de la couverture maladie. Outil par excellence de promotion de la solidarité, la mutuelle de santé est ouverte à toutes les couches socio-économiques et professionnelles. Elle contribue énormément à réduire les inégalités et la pauvreté. Elles pensent fédérer davantage leurs énergies pour venir à bout de la précarité sanitaire à l'issue de cette réunion. Et en marge de la conférence internationale sur le pari de la mutualité pour le 21e siècle, les professionnels des médias ont été entretenus sur cette nouvelle approche qui permet d'accompagner le gouvernement dans la dynamique de garantir une couverture sociale pour tous. Les mutuelles constituent donc une solution alternative pour assurer à la population des soins de santé de qualité. Nous retrouvons Elia Gbanyandao et Luc Rassi.
Les mutuelles de santé, dans leur essence et identité, se basent sur la solidarité pour protéger les mutualistes des difficultés sanitaires. Elles ont pour priorité l'accès de tous aux soins de santé et de s'assurer que les services soient adaptés aux besoins des mutualistes. Les atouts des mutuelles n'étant plus à démontrer, elles s'engagent aujourd'hui à travailler en synergie avec les dispositifs de couverture de santé étatique pour plus de résultats. Au Togo, 27 mutuelles sont dénombrées. La majeure partie regroupée dans le cadre national de concertation de la mutualité au Togo, elles travaillent au quotidien pour l'accomplissement de leur mission. L'INAM est l'organe principal qui s'occupe de veiller à la question de l'assurance maladie et qui concerne pour l'instant les fonctionnaires et assimilés. Alors, le processus est en cours pour l'extension de la protection sociale à d'autres catégories de la couche sociale. Les organismes de mutuelles font un grand travail sur le terrain et servent de relais pour le gouvernement. Déjà, on peut dire près de 40 000 personnes bénéficient également de cette couverture santé par le biais de ces organismes de mutuelles qui accompagnent le gouvernement dans ses efforts d'aller vers cette couverture universelle. Selon l'Organisation internationale du travail, 75% des populations togolaises, comme c'est le cas dans bien d'autres pays de l'Afrique, ne bénéficient pas de couverture sanitaire malgré les multiples efforts déployés par le gouvernement. Au Togo, le gouvernement a montré la volonté de son engagement à développer une protection sociale pour sa population. Le gouvernement togolais a bien reconnu le rôle que les mutuelles de santé ont à jouer, notamment envers le secteur informel. Néanmoins, afin de passer à l'adhésion obligatoire, il faudra créer une relation de confiance avec les citoyens et veiller à la qualité de soins, tout en promouvant un cadre favorable au développement des mutuelles. Le contenu du règlement l'UEMOA sur la mutualité sociale est un outil solide pour cela. L'accès équitable aux services de santé de qualité et à la protection financière. Ce sont les points importants de la couverture santé universelle auxquels les mutuelles devraient s'atteler avec l'appui du gouvernement pour gagner le pari de la couverture sociale. La suite de cette édition, je donne lecture de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée du 24 janvier, il sera procédé au dépôt de gerbes le jeudi 24 janvier 2019 au mausolée de Sarakawa, à la place des Martyrs, à Lomé et dans les préfectures, selon le programme ci-après. À Sarakawa, dans la préfecture de la Kosa, le jeudi 24 janvier 2019, à 14h30, mise en place terminée de la population à Sarakawa. 15h, installation des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, militaires, forces de l'ordre et de sécurité. Prestation des chorales et fanfares, première partie. À 15h30, arrivée du président de la République, son Excellence Fort et Sozimna Nyasingbe. Honneur militaire et installation du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes au mausolée. Sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation togolaise, allocution de circonstances d'un officiel, prestation des chorales et des fanfares, deuxième partie, animation populaire. 16h, départ de son Excellence, Monsieur le Président de la République, visite des lieux par la population et fin de la cérémonie pour le compte de à Sarakawa dans la préfecture de la Kosa. Programme à Lomé. 14h30, mise en place des populations. 15h, arrivée et installation des autorités. 15h25, arrivée du représentant du chef de l'État. Honneur militaire, installation du représentant du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation, prestation des chorales et fanfares. 16h, départ du représentant du chef de l'État. C'est un communiqué signé par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Payadoa Boupessi.
Une session de formation pour aider les acteurs intervenant dans l'entretien routier à mieux maîtriser les pathologies des infrastructures et comment les réparer. Elle a commencé ce matin et prend fin le 1er février prochain au CFR, le Centre régional de formation pour l'entretien routier. À terme, on notera une amélioration des prestations en matière de l'entretien des routes. Kamen Madiakapo. Depuis quelques années, de grands chantiers d'infrastructures routières et des projets d'aménagement et de bitumage de nouvelles routes sont entrepris par le gouvernement. Il importe donc de bien entretenir ces réseaux routiers pour permettre aux usagers de circuler sans danger. Pour ce faire, le CERFER, Centre régional de formation pour entretien routier, institution spécialisée du Conseil de l'Entente, forme des responsables et agents d'entretien routier des sociétés privées et publiques sur les pathologies des infrastructures routières et les méthodologies de réparation des routes. Sur la route, vous allez remarquer qu'il y a des trous, qu'il y a un arrachement parfois du revêtement, il y a un mauvais fonctionnement des éléments d'assainissement, et donc c'est tout cela qui constitue ces pathologies et qu'il faut savoir réparer. Cette formation, c'est pour apporter toujours les moyens de rendre plus performants les prestations des petites et moyennes entreprises. Et à chaque fois qu'il y a quelques nouvelles technologies aussi, il faut communiquer pour que les gens sachent comment le faire. Le CERFER est l'une des premières institutions de la place à avoir introduit au Togo, pour le compte du Conseil de l'Entente, la formation continue des agents techniques des administrations impliquées dans les bâtiments et travaux publics. Cette formation, qui se tient du 22 janvier au 1er février, a reçu l'appui financier de la Société autonome de financement et de l'entretien routier, SAFER. Il s'engage à freiner l'invasion des insectes ravageurs dans les champs tout en proposant des alternatives pour gérer ce phénomène qui sape les efforts des agriculteurs. Les jeunes entrepreneurs africains sont à Lomé pour cet exercice qui devra aboutir à la définition des stratégies efficaces et rationnelles contre ces insectes. Les précisions de Aïcha Ziebrou et Komou Poyodef. Face à ces insectes ravageurs des produits agricoles en Afrique depuis 2016, de l'insecticide dont l'utilisation reste encore mal maîtrisée, ce qui engendre des incidences sur la santé humaine. Il va falloir renforcer la capacité des uns et des autres sur les techniques d'utilisation et aussi réfléchir sur d'autres méthodes et stratégies de lutte rationnelle non nuisibles à la santé. Les jeunes entrepreneurs d'Afrique subsaharienne échangent avec les experts. Nous avons vu que cet insecte cause des dégâts qui vont jusqu'à 100% de perte de rendement. Et par rapport à cela, qu'est-ce que les gouvernements ont fait? Les gouvernements ont payé des insecticides pour distribuer aux producteurs pour pouvoir lutter contre l'insecte. Cependant, ces insecticides causent d'énormes dégâts sur la santé humaine. Et donc, nous sommes là, exactement, pour réfléchir sur les différentes méthodes que nous pouvons adapter en Afrique pour pouvoir lutter contre l'insecte. Donc pour ces méthodes, à part la lutte chimique, il y a d'autres luttes biologiques, c'est-à-dire qu'on peut utiliser d'autres insectes pour pouvoir lutter contre l'insecte. C'est-à-dire il y a les prédateurs qui peuvent manger les larves de ces insectes, et aussi il y a les parasitoïdes qui parasitent les larves et puis les œufs de ces insectes. À part ça, il y a d'autres méthodes que nous appelons les push-pull. Les push-pull, c'est-à-dire qu'il y a certaines cultures que nous cultivons, mélangeant avec les maïs, et d'autres au bord du champ. Et celles qui sont mélangées avec les maïs repoussent l'insecte, et celles qui sont au bord attirent l'insecte. D'origine américaine, ces insectes ravageurs introduits en Afrique en 2016 occupent déjà plus de la moitié du continent et s'attaquent principalement au maïs. Cette rencontre d'échange se tient grâce à l'appui technique et financier de la République d'Allemagne. La culture de la paix et de la cohésion sociale, gage d'un développement harmonieux. Les jeunes se mobilisent pour porter haut le message au-delà des frontières. Ils viennent de 8 pays de la sous-région, dont le Togo, et échangent depuis ce matin à Lomé sur diverses thématiques relatives à la promotion de la paix dans les communautés. La session est un maître relatif de l'UNGMI, passe Romana avec le soutien de l'UNESCO. Les précisions de Mary Agbo, Robert Potogbe et Medina Salami.
Ces jeunes venus de 8 pays de l'Afrique de l'Ouest s'inscrivent dans la dynamique de la préservation de la paix voulue par les premiers responsables de la sous-région. Sur une période de 4 jours, ils seront outillés sur les notions de la démocratie citoyenne, la prévention des risques de conflit et les instruments régionaux pour la paix et la sécurité. C'est une formation initiée par l'ONG MIEC, Pax Romana, en rapport avec les résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU. Nous nous inscrivons dans le cadre de la résolution 2250 du Conseil de sécurité qui a été sortie en août 2015 et demandant au gouvernement d'impliquer de plus en plus les jeunes dans les sphères de décision quand il s'agit de la promotion de la paix. Parce que cette jeunesse qui aujourd'hui donne une idée du dividende démographique assez large est marginalisée la plupart du temps quand il s'agit des décisions qui les concernent. C'est un atelier qui entend aussi revaloriser le rôle des jeunes dans la communauté, plus précisément la couche juvénile et son implication dans le processus de pacification des différends. On peut retenir que les jeunes et les femmes doivent ensemble participer à la construction des communautés de paix, non seulement en étant acteurs à la base, c'est-à-dire au contact des communautés, mais aussi en s'asseyant à la table des décisions qui concernent la promotion de la paix dans les communautés. Ils sont 30 jeunes à se former pour initier à leur tour des activités en vue de promouvoir la paix et la cohésion sociale dans leur communauté d'origine. La formation est financée par l'UNESCO. La population d'Ogaro dans le Pendjab Ouest se préoccupe des sujets relatifs à l'accès d'eau et à l'assainissement dans la région. Un projet est initié dans cette dynamique avec l'accompagnement des ONG Self-Help Africa et 3 ASC. Une journée citoyenne a été organisée à cet effet pour échanger sur des pistes de solutions en vue de la pérennité du dit projet. Le point avec Désiré Aloye. La mise en place des infrastructures d'eau potable et d'assainissement contribue à améliorer les conditions de vie des populations. Hygiène, eau et assainissement, implantation du projet d'amélioration de l'accès aux services d'eau potable et d'assainissement dans le canton de Ogaro. L'autre volet du projet, piloté par 3 ASC, Association d'appui aux activités de santé communautaire, avec le soutien de l'Union européenne et Self-Help Africa, l'interpellation citoyenne dans l'objectif de promouvoir un cadre d'échange direct entre les acteurs en charge de l'eau, hygiène et assainissement et les communautés de Ogaro. Dans le cadre de l'accès à l'eau potable, on a prévu 6 nouveaux forages et la réhabilitation de 27 forages en panne. On a également appuyé et équipé des artisans réparateurs de pompes. Dans le cadre de l'assainissement, on appuie la population à travers des subventions pour avoir des latrines, ce qu'on appelle les latrines sans plate. Donc c'est des latrines améliorées qui les permettent de subvenir à leurs besoins dans toute sécurité et dans les meilleures conditions hygiéniques. Cette journée d'interpellation de citoyennes vise à créer une cadre d'échange entre les populations, les services techniques, les autorités locales et régionales, ainsi que des acteurs de développement pour voir en matière d'accès à l'eau et d'assainissement. Qu'est-ce qu'on peut faire pour mieux réaliser les buts du projet? C'est un exercice de plaidoyer à l'endroit des autorités et autres acteurs en charge de l'eau, hygiène et assainissement pour davantage prendre en compte les préoccupations des populations. Le projet de ZACEPA arrivé à point nommé pour renforcer la politique du gouvernement en ce qui concerne la santé au niveau des communautés à la base. Je voudrais remercier l'ONG 3 ASC, Self-Help Africa et l'Union européenne pour l'effort qu'ils continuent par nous aider, que ça soit continuel, pour que le canton de Ogaro, dans la préfecture de Pendjab Ouest, serve de modèle
aux autres villages dans la préfecture. Le projet prévu pour 3 ans à Ogargo et à Naké-Est est un soutien à l'État dans la mise en œuvre de sa politique sociale au profit des populations. Eau potable, hygiène et assainissement, une urgence pour freiner les maladies liées. Nous ouvrons à présent la rubrique rétrospective 2018 avec les fondamentaux de la diplomatie togolaise. Le pays a poursuivi son offensive en matière de politique étrangère. Le Togo a accueilli 3 grands sommets et plusieurs rencontres internationales dans le cadre du renforcement de la coopération. Le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé, parle même d'une année remarquable. Que peut-on retenir des actions diplomatiques du Togo dans le courant de l'année 2018? Les éléments de réponse dans ce dossier signé Ekwesala. Du 30 au 31 juillet 2018, le Togo a servi de terre d'accueil au premier sommet conjoint CEDEAO-CEAC. À Lomé, les 2 organisations communautaires ont réfléchi sur les stratégies appropriées pour garantir la paix et la sécurité et mettre fin au terrorisme et à l'extrémisme violent dans les 2 sous-régions. À cela s'ajoute le 53e sommet de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO et le sommet de l'UEMOA. À la tête de la CEDEAO de juin 2017 à juillet 2018, le Togo a géré avec succès la crise politique que traversait la Guinée-Bissau depuis des années. Le pays de Faure Gnassingbé a également compté sur l'institution sous-régionale pour venir à bout de façon pacifique aux différends entre les acteurs politiques nationaux. Ceci grâce à une feuille de route définie par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEDEAO le 31 juillet 2018 à Lomé. Le Togo a été visiblement dynamique sur le plan diplomatique à travers des grandes rencontres régionales, continentales et internationales auxquelles a pris part le chef de la diplomatie togolaise, le professeur Robert Dussé. Au cours de l'année 2018, le ministère des Affaires étrangères, de la coopération et de l'intégration africaine a su relayer la vision diplomatique du président de la République en Norvège, en Israël, en Arménie, en Guinée-Bissau, au Maroc, en Namibie et au Qatar. En termes de coopération, Lomé a été le centre d'échange très important lors de la 43e session du Conseil des ministres ACP-UE. Un nouvel accord devra être conclu d'ici à 2020 avec l'Union européenne et c'est justement le Togo qui a été désigné chef négociateur de ces délicates discussions. Cet accord conclu entre l'Europe et ses partenaires de l'Afrique a été qualifié de modèle unique pour la coopération nord-sud au regard de son caractère juridique contraignant, de sa portée globale incluant l'aide, le commerce et la coopération politique, de ses institutions communes, de son mécanisme de cogestion ainsi que de la création d'un instrument financier spécifique, le Fonds européen de développement. Le dynamisme de la diplomatie togolaise s'est également exprimé par la présence du pays au sein des grandes organisations internationales. En 2018, le Togo a été réélu au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies et au Conseil économique et social de l'ONU. Dans le courant de l'année, le pays a poursuivi ses efforts pour la nomination de ses hauts cadres au sein des instances régionales telles que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Année remarquable sur le plan diplomatique, 2018 l'a été grâce à l'impulsion donnée par le chef de l'État Faure Gnassingbé pour rendre effectif l'engagement du Togo à contribuer significativement à la construction d'un monde pacifique et surtout à mettre l'action diplomatique au service du développement à travers la coopération internationale. Voilà, un dossier sur les fondamentaux de la diplomatie togolaise en 2008, préparé par Ekwesala et Tazinambaga.
L'année 2018 a porté un bon cru pour l'économie togolaise de 4,5% en 2017. La croissance du PIB est passée à 4,8%. Cette croissance a été portée par les secteurs secondaires et tertiaires. Alors, quelles ont été les performances économiques enregistrées par le Togo en 2018? Les détails avec Mathias Touglo et Kamen Madiakako. L'économie togolaise a enregistré de bonnes performances en 2018. Le rythme annuel de croissance s'est accéléré à 4,8% en 2018 contre 4,4% en 2017 avec des performances réalisées dans tous les secteurs d'activité. Les avancées en matière de gestion publique et de bonne gouvernance ont été saluées par le Fonds monétaire international FMI qui n'a pas hésité à accorder un nouveau financement de 34 900 000 $ américains, soit un peu plus de 17 milliards de francs CFA au pays au titre du programme soutenu par la Facilité élargie de crédit FEC. En 2018, le gouvernement togolais a poursuivi les réformes économiques et financières engagées depuis une décennie. Le Togo s'est ainsi illustré avec un bond de 19 places dans le top 10 des économies qui ont le plus amélioré leur cadre réglementaire dans le monde selon le classement du Doing Business de la Banque mondiale. Il est classé à la 137e place contre la 156e l'année précédente. Le pays représente ainsi la deuxième économie la plus attractive dans la zone UEMOA et la quatrième en Afrique de l'Ouest. Outre le Doing Business, le Togo a également réalisé des progrès au niveau du Millennium Challenge Corporation MCC. Le pays a validé 14 indicateurs sur 20, soit 2 de plus que l'année précédente. Lomé occupe ainsi la meilleure place, juste derrière Dakar. Pour la troisième année consécutive, le Togo a rempli 3 critères d'éligibilité au compact, qui sont entre autres la lutte contre la corruption et les droits démocratiques. Ces résultats marquent une volonté claire des plus hautes autorités du pays à amplifier les réformes. Le Togo s'est vu octroyer en avril 2018 un appui de 35 millions de dollars, soit environ 18 milliards de francs CFA, dans le cadre du Threshold, dit programme Seuil. Ceci constitue une première étape avant le compact qui permet d'obtenir une aide de plusieurs centaines de millions de dollars. En 2018, les autorités togolaises ont tout mis en œuvre pour ramener la dette publique à des niveaux viables et à faire progresser les réformes fiscales. Ainsi, le gouvernement s'est engagé à stabiliser le cadre macroéconomique et de soutenabilité de la dette publique, dont le taux ressort à 72% en septembre 2018 contre 73,3% en 2017. Ce taux devra être ramené à 67,5% à fin juin 2019. Le ministère de l'Économie et des Finances est parvenu à faire adopter par l'Assemblée nationale une série de tests relatifs à la modernisation de la collecte des impôts, des taxes douanières et des procédures fiscales. Un nouveau dispositif fiscal est donc en vigueur à partir du 1er janvier 2019. Le secteur bancaire a fortement contribué au financement de l'économie en 2018. Le taux de financement de l'économie est ressorti à 43% du PIB au 30 septembre 2018, soit le taux le plus élevé des pays de l'UEMOA. Les privatisations envisagées de la BTCI et de l'UTB devraient contribuer à doter le secteur bancaire de plus de capacités de financement de l'économie. En août 2018, les autorités togolaises ont adopté en Conseil des ministres le plan national de développement PND qui couvrira la période 2018-2022. Ce plan, qui vient remplacer la stratégie de croissance accélérée et de promotion de l'emploi SCAP, permettra d'améliorer les conditions de vie des populations et faire du Togo un hub de croissance économique avec pour finalité la création de richesses et d'emplois. Le gouvernement compte lever 4 622,2 milliards de francs CFA pour la réalisation de ce plan avec le concours du secteur privé qui devra contribuer à plus de 60% du coût global requis. Consolider la croissance et confirmer la relance de l'économie, tels sont les objectifs des plus hautes autorités du pays en 2019.
Tout sera donc mis en œuvre pour transformer le Togo en un hub logistique et un pôle de transformation manufacturier et d'industrie extractive, comme le souhaite le président de la République. En 2018, on a aussi enregistré de meilleurs résultats dans le secteur agricole. D'importants projets et programmes ont été mis en œuvre ça et là pour booster la production agricole et améliorer les conditions de vie des producteurs. On peut citer le projet MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole, la mise en place des agropoles dans certaines régions du pays, le tout pour moderniser le secteur. Edem Sousoupa. Après 6 ans de mise en œuvre du Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire PNIASA et considérant les nouvelles orientations basées sur la transformation de l'agriculture, le gouvernement s'est engagé à élaborer un nouveau cadre de référence. Un cadre qui œuvre pour des perspectives nouvelles pour le secteur agricole en lien avec les enjeux et défis de l'ouverture des marchés, de la croissance démographique, de la compétitivité et de l'inclusion sociale. Le PNIASA, Programme national d'investissement agricole et de sécurité alimentaire et nutritionnelle, a été donc élaboré pour couvrir la période 2017-2026. L'ambition est donc de bâtir une agriculture moderne, durable et à haute valeur ajoutée au service de la sécurité alimentaire et nutritionnelle nationale et régionale. Le PNIASA, deuxième génération, englobe les transformations en cours de l'agriculture togolaise voulues par le gouvernement, y compris le développement des agropoles et l'entrepreneuriat rural. L'objectif majeur est de parvenir en 2025 à un taux de croissance du produit intérieur brut agricole d'au moins 10% et d'améliorer la balance commerciale agricole de 25%, de doubler le revenu moyen des ménages agricoles et de réduire le taux de pauvreté en milieu rural à 27%. L'ambition est noble et les acteurs du domaine sont instruits pour la mise en place des mécanismes appropriés de sa réalisation. Les efforts se poursuivent et ces dernières années, le secteur agricole a bénéficié d'énormes investissements de la part de l'État et de ses partenaires, toujours dans la droite ligne de la promotion et du professionnalisme de l'agriculture. Plusieurs programmes ont vu le jour courant l'année 2018, à l'instar du MIFA, mécanisme incitatif de financement agricole fondé sur le partage de risques. Lancé en juin 2018 par le chef de l'État Faure Sozimana Gnassingbé, la phase pilote du MIFA produit déjà des résultats. 6 mois après l'expérience faite dans les zones d'aménagement agricole planifié d'Agou, d'Agomeglouzo, de Blita, de Kovié, de Notien et de Sadori, le MIFA a connu un franc succès. Le mécanisme a permis l'enregistrement et l'accompagnement de 3500 agriculteurs, la pré-livraison d'intrants agricoles à hauteur de 115 millions de francs CFA et la structuration de la chaîne de valeur agricole. Déjà, plus de 105 millions de francs CFA ont été alloués aux exploitants agricoles au taux de 8% et 1,2 milliard approuvé est en cours de décaissement. Autre acquis important, la négociation de contrats d'achat avec les agrégateurs pour l'acquisition de plus de 100 000 tonnes de riz, 3 500 tonnes de maïs et 10 000 tonnes de manioc, ainsi que l'accompagnement de 122 coopératives d'exploitants agricoles qui bénéficieront d'environ 2 milliards de francs CFA de crédit auprès des partenaires financiers. À travers le MIFA, le gouvernement entend révolutionner le monde agricole. Il s'annonce comme un trait d'union entre tous les acteurs de la chaîne de valeur agricole et de financement du secteur. Il bénéficie du soutien financier du FIDA et de la BAD. Autre projet important, les agropoles. Ils constituent la nouvelle stratégie de développement agricole au Togo. Il bénéficie d'un financement évalué à plus de 60 milliards de francs CFA. Ce financement, qui couvre la période 2016-2030, va permettre de donner un nouvel élan au secteur agricole et assurer l'amélioration de la compétitivité des produits togolais. Cette nouvelle stratégie de promotion des agropoles contribue d'une part au développement de la transformation des produits de l'agriculture, de la pêche et de l'élevage en produits manufacturés à travers la promotion des PME-PMI et même des très petites entreprises. D'autre part, cette stratégie vise la mise en place d'une synergie de la part des acteurs et l'inclusion sociale dans une logique d'amélioration des conditions de vie des populations rurales. L'atteinte des résultats passe par un cocktail alléchant d'actions mises en place par les meilleurs experts du monde agricole. En effet, le processus de conception du premier agropole pilote dans le bassin de Kara est en cours.
avec l'appui de la BAD. En somme, la politique de mise en place des agropoles contribue à la réduction de la pauvreté, principalement en milieu rural, avec une réduction de plus de 15% dans les 5 prochaines années. Voilà, nous reviendrons sur d'autres faits majeurs qui ont marqué l'année 2008 demain dans le journal de 20h. Et avant de refermer cette édition, je donne une fois encore lecture de ce communiqué du ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales. Dans le cadre de la célébration de la journée du 24 janvier, il sera procédé au dépôt de gerbes le jeudi 24 janvier 2009 au mausolée de Sarakawa, à la place des Martyrs, à Lomé et dans les préfectures selon le programme ci-après. À Sarakawa, dans la préfecture de la Kosa, jeudi 24 janvier 2019, 14h30, mise en place terminée de la population à Sarakawa. 15h, installation des autorités politiques, administratives, traditionnelles et religieuses, militaires, forces de l'ordre et de sécurité. Prestation des chorales et fanfares, première partie. 15h30, arrivée du président de la République, son Excellence, M. Faure Essozimna Singbe. Honneur militaire et installation du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes au mausolée. Sonnerie aux morts. Audition du message du père de la nation togolaise, allocution de circonstances d'un officiel, prestation des chorales et des fanfares, deuxième partie, animation populaire. 16h, départ de son Excellence Monsieur le Président de la République, visite des lieux par la population et fin de la cérémonie pour le compte de Sarakawa. Programme à Lomé. 14h30, mise en place des populations. 15h, arrivée et installation des autorités. 15h25, arrivée du représentant du chef de l'État. Honneur militaire, installation du représentant du chef de l'État. 15h37, dépôt de gerbes, sonnerie aux morts, audition du message du père de la nation, prestation des chorales et fanfares. 16h, départ du représentant du chef de l'État. C'est un communiqué signé par le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et des collectivités locales, Ayadoa Boukpessi. Et c'est ce qui met fin à cette édition. Merci à vous qui l'avez suivi. Passez une excellente soirée.